Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici notre sommaire du jour. Mon invité, c'est Nicolas Defresne, le directeur général de Soren. Il nous présentera les résultats de son baromètre sur le recyclage des panneaux photovoltaïques en France. Dans notre débat, on va parler de l'engagement des salariés pour l'environnement au sein des entreprises via du mécénat de compétences ou encore l'action d'un syndicat dédié comme le Printemps écologique. Et puis, dans notre rubrique Startup, vous découvrirez les colis réutilisables d'Opac. Voilà, 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Nicolas Defresne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Soren. C'est un éco-organisme. On est dans quel univers? Racontez-nous. Soren, c'est l'éco-organisme de la transition énergétique. On gère les équipements en fin de vie pour les acteurs de la filière de la transition énergétique, c'est-à-dire la collecte, le réemploi et le recyclage. Essentiellement des panneaux photovoltaïques ou pas que? Aujourd'hui, uniquement des panneaux photovoltaïques, mais on a des ambitions, notamment sur le monde de l'éolien. D'accord, donc ça pourra évoluer avec ce chiffre sur les Français et le solaire. Il y a un Français sur 10 qui est aujourd'hui équipé d'une installation photovoltaïque. C'est une évolution régulière, chaotique. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce taux d'équipement? Alors c'est une évolution régulière dont la progression, elle, est parfois chaotique puisqu'on le voit avec les décisions gouvernementales, notamment cette année, qui visent à réduire les équipements en toiture, en tout cas la vitesse de progression. Il y a aujourd'hui 25% des Français qui souhaitent s'équiper de panneaux photovoltaïques, donc c'est quand même considérable. Et les Français, justement, s'intéressent aux bénéfices environnementaux, mais aussi aux bénéfices économiques de ce genre d'installation. Vous parlez des décisions gouvernementales. Ça veut dire que c'est quand même un secteur dépendant des subventions encore aujourd'hui, ou pas forcément? Aujourd'hui, lorsque vous avez un équipement en toiture, soit vous êtes dans l'autoconsommation, c'est-à-dire vous allez utiliser l'électricité que vous produisez, finalement c'est déduit de votre facture, soit vous allez le revendre sur le réseau. Et là, c'est EDF Obligation d'achat notamment qui va payer. Bon, c'est évidemment financé aussi par l'argent public. Aujourd'hui, quand on voit le prix de l'électricité, c'est de toute façon intéressant de s'équiper, même quand on est uniquement en autoconsommation. Maintenant, si vous ne consommez pas tout, effectivement, c'est bien de pouvoir revendre sur le réseau. Donc, c'est un arbitrage économique pour chacun selon sa mode de consommation. Et la filière, les entreprises qui vendent, installent du photovoltaïque, comment elles se portent? Aujourd'hui, elles se portent bien. Il y a plusieurs secteurs. Alors, les grandes centrales photovoltaïques se portent plutôt bien. Sur les équipements en toiture, il y a eu une forte accélération et avec la loi notamment d'accélération des énergies renouvelables, il y avait des obligations qui étaient mises en place pour l'électrification des surfaces artificialisées. Je pense notamment au parking sur les zones avec la grande distribution. Aujourd'hui, c'est une filière qui risque quand même de connaître un coup d'arrêt si l'arrêté S21, alors c'est un peu technique, c'est un peu technique, dites-nous de quoi il s'agit. Qui réduit en fait le tarif d'achat pour les équipements en toiture passe en l'état actuel des choses. Après, c'est des choix qui sont politique. Moi, je suis convaincu que de toute façon, l'énergie solaire en particulier a un avenir brillant, c'est le cas de le dire. Simplement, c'est la vitesse d'adoption qui va être accélérée ou ralentie par les politiques publiques, mais on est dans l'ordre de l'inéluctable aujourd'hui. Oui, avec quand même une difficulté, c'est que ces panneaux solaires, ils viennent ultra majoritairement, c'est quoi? C'est 90%, 95% d'Asie et de Chine. Aujourd'hui, la Chine est le leader incontesté. C'est effectivement, nous on voit dans les déclarations de mise sur le marché, plus de 90%. Il y a en France des projets de réindustrialisation, notamment 3 projets d'usines de Gigafactory de 5 gigawatts chacun. Pour vous donner un ordre de grandeur, les mises sur le marché l'année dernière en France étaient de l'ordre de 7 gigawatts. Donc c'est même, les projets industriels sont supérieurs à la demande française actuelle, mais visent de toute façon à alimenter aussi l'Europe. L'enjeu, ça va être dans la future directive dite NZIA pour réindustrialiser l'Europe, de mettre en place des critères, si on veut se protéger en tout cas des panneaux photovoltaïques étrangers, des critères notamment de contenu européen. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les panneaux chinois sont pas moins bons que les panneaux européens, c'est presque même le contraire, ils ont une expérience, ils font beaucoup de R&D. Donc aujourd'hui, c'est un choix à nouveau politique. Est-ce qu'on veut se réindustrialiser sur ce segment de la chaîne de valeur? L'avenir nous le dira. Et donc vous publiez, c'était il y a quelques jours, la 4e édition de votre baromètre réalisé par Opinionway pour Soren, sur le recyclage de ces panneaux photovoltaïques. La leçon principale de ce baromètre, c'est quoi?
Aujourd'hui, 66% des Français font du recyclage des panneaux photovoltaïques, une condition sine qua non pour s'équiper. Et vous avez 72% des Français qui, eux, pensent que les panneaux sont recyclables ou savent qu'ils sont recyclés. Donc on voit qu'on a un terreau fertile avec un a priori qui est positif. Il faut donc transformer l'essai parce que vous avez donc ces 2 tiers des Français qui disent moi je ne m'équiperai pas s'il n'y a pas une filière de recyclage à haute valeur ajoutée derrière. C'est finalement logique puisqu'on leur promet finalement de sauver la planète en produisant des électrons verts. En tout cas, c'est un des leviers nécessaires pour la décarbonisation de notre économie. Les Français disent banco. Par contre, il faut être excellent sur l'intégralité de la chaîne de valeur, et ils ont bien raison. Et avec ce chiffre que vous publiez, que vous donnez en 2023, plus de 5000 tonnes, 5207 tonnes de panneaux solaires usagés ont été collectés. C'est quand même une hausse très importante, de plus 35% sur un an. Est-ce que là aussi, je crois que Soren existe depuis une dizaine d'années, c'est ça, vous fêtez votre anniversaire là Absolument, dans quelques semaines. Dans quelques semaines. Et alors là aussi, est-ce qu'on parle d'une progression très constante ou alors est-ce qu'il y a des coups d'arrêt? Alors on parle là d'une progression qui est exponentielle. Finalement, la collecte des équipements en fin de vie, c'est un peu la même chose que les mis sur le marché, mais avec une vingtaine d'années d'écart. Vous avez mentionné les chiffres de 2023, mais on a maintenant même les chiffres de 2024 depuis quelques jours, avec 9361 tonnes collectées. Ah oui, c'est encore une très forte progression. Oui. Donc on a quasiment doublé, un petit peu moins. On prévoit que l'année prochaine, on va faire sans doute plus 50% par rapport à 2024. Alors c'est quoi? C'est parce que les Français se sont beaucoup plus équipés il y a quelques années, ou c'est parce que la filière est plus efficace dans le recyclage? Alors, on rattrape les équipements. L'année dernière, les mises sur le marché, c'était presque 400 000 tonnes. C'est considérable. C'est le plus gros flux d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché. Il y a plus de panneaux photovoltaïques aujourd'hui sur le territoire national que de Français. Ce qui montre qu'on est sur quelque chose qui avance extrêmement vite. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est que d'ici 20 ans, il faut aller chercher à peu près 400 000 tonnes par an. Là, on est un petit peu moins de 10 000. Donc, on voit la montée en puissance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait finalement où on va, donc finalement on n'aura pas d'excuses pour ne pas être au rendez-vous dans 20 ans. Mais il y a tout un enjeu de développement industriel et notamment des capacités actuelles pour s'assurer qu'on accompagne la montée de manière adéquate. Parce que, alors, pardon, c'est une question vraiment presque naïve, mais ils deviennent quoi, ces panneaux photovoltaïques? S'ils ne sont pas recyclés, ce qui est quand même la très mauvaise nouvelle, on va commencer par là rapidement, et puis ensuite, quand ils sont recyclés. Alors, les panneaux photovoltaïques, lorsque le détenteur souhaite s'en défaire, il faut aller sur notre site internet, on lui explique. Soit il faut le déposer en point volontaire, soit on va directement les enlever sur le site. La bonne nouvelle, c'est que la France est le champion d'Europe et même, je pense, du monde en termes de taux de collecte. On est à 77%. D'accord. Donc, c'est une bonne chose, ça reste à être construit. Une fois qu'ils sont collectés, qu'est-ce qui devient? Il y a 2 possibilités. Soit ils partent dans une filière de réemploi, de réutilisation pour avoir une seconde vie. L'allongement de la durée de vie, on est dans la prévention du déchet, donc dans le terme de hiérarchie, c'est évidemment mieux. Aujourd'hui, c'est assez minoritaire dans les volumes. Soit ils partent pour être recyclés dans l'un des 4 sites qui existent en France industriels de recyclage des panneaux photovoltaïques. Et alors, ça repart dans d'autres filières après, les différents matériaux d'un panneau photovoltaïque? Une fois le panneau recyclé, nous, on travaille en boucle ouverte. C'est-à-dire, vous avez par exemple un cadre en aluminium. Donc, il a servi pour un panneau photovoltaïque. Demain, peut-être qu'il servira pour faire une canette. Peut-être qu'il servira à faire le châssis d'un véhicule automobile. Peu importe. L'important, c'est de remettre les matières premières dans l'économie. Mais alors attendez, je reprends vos chiffres parce qu'on est à 10 000 à peu près en 2024, 10 000 tonnes de panneaux solaires usagés collectés. Vous dites qu'il va falloir qu'on soit à 400 000, donc il va falloir d'autres usines de recyclage, j'imagine. Alors il va falloir augmenter la capacité des usines existantes et développer d'autres usines. À terme, il y aura forcément, sans doute, une dizaine de centres de traitement sur tout le territoire. Ça dépend de qui? C'est les collectivités locales qui vous accompagnent dans un projet comme ça? C'est l'État, c'est l'ADEME? Alors, le recyclage est effectué par des opérateurs de traitement, donc des sociétés dont c'est le métier et qui d'ailleurs valorisent souvent depuis des années d'autres types de produits électriques, électroniques et pas que. D'ailleurs, donc nous, on fait des appels d'offres. D'ailleurs, on lance un cycle d'appels d'offres dans 2 mois pour les 5 prochaines années. Et les candidats vont répondre en proposant des solutions techniques, une performance environnementale et des capacités qui doivent être adéquates par rapport à nos projections de gisement. Donc l'objet pour nous, c'est en fait, on est un peu le chef d'orchestre, si vous voulez. Donc un chef d'orchestre tout seul, finalement, ça pourrait être ridicule. Et on a besoin de nos musiciens. Et les musiciens sont les opérateurs qui vont proposer des solutions qui vont innover. Et la France, depuis 5-6 ans, est mise à l'honneur par
l'Agence internationale de l'énergie, justement sur la question du recyclage des panneaux photovoltaïques. On a un vrai savoir-faire, une avance technologique par rapport aux autres pays du monde et même par rapport aux Chinois qui, pour le coup, sont très bons dans ce secteur d'activité. Et on les encourage, on les finance pour développer des solutions. Et pour moi, l'enjeu, en fait, c'est de développer des solutions innovantes maintenant, alors que les volumes de déchets sont relativement faibles par rapport à demain. Parce qu'aujourd'hui, si on se trompe sur 1000 tonnes, on peut les redéplacer, les envoyer sur un site qui marche. Quand on aura 400 000 tonnes par an, on n'aura plus le droit à l'erreur. Il faudra être sûr de sa solution de recyclage. Voilà. Donc on a 10-15 ans pour être sûr. Et donc Soren investit dans la R&D avec ses partenaires recycleurs pour justement trouver la bonne solution ou les bonnes solutions, puisque souvent il y en a plus d'une, et permettre d'avoir un recyclage de haute valeur ajoutée qui va créer de la valeur sur le territoire national et des emplois. Merci beaucoup Nicolas Defresne et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, comment les salariés s'engagent pour l'environnement via le mécénat ou l'action syndicale. Le débat de ce Smart Impact, comment les salariés portent les enjeux environnementaux dans leurs entreprises. On en parle tout de suite avec Armand Blondeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du Printemps écologique et Zindine El Aili. Bonjour. Bonjour. Fondateur d'Alomigo, le Printemps écologique. Armand Blondeau, c'est un syndicat de salariés, c'est ça? Oui, tout à fait. Qui existe depuis quand? Qui existe depuis 2020. Donc oui, effectivement, on a un syndicat de salariés au même titre que ceux qui sont plus connus, comme la CGT, la CFDT, Solidaire, etc. Pourquoi il fallait créer un syndicat spécifique? C'est-à-dire que les syndicats traditionnels, ils ne se préoccupent pas assez des enjeux environnementaux? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Nous, ce qu'on voulait, c'était garantir aussi que dans le dialogue social, il y ait de manière transversale et permanente la question écologique. Parce que on vit une crise écologique et en fait, il faut que ce soit un sujet permanent dans les entreprises. Ce qui ne signifie pas effectivement qu'il faut que ça remplace les sujets sociaux, etc. Mais en fait, il faut vraiment que ça les imprègne complètement. C'est pour ça qu'on les a créés, pour s'assurer en fait, que ces thèmes-là soient permanents. En fait. Ouais. Et donc, ce que j'entends en creux, c'est que les syndicats classiques ne le faisaient pas suffisamment. C'est peut-être pas leur première grille de lecture. Pas, à mon sens, de manière systématique, non. Ouais. Présentez-nous, vous êtes déjà venu dans l'émission, mais je veux bien que vous nous présentiez Alomigo, c'est quoi? Alomigo, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation les salariés d'entreprise avec les associations locales. Ouais. Et aujourd'hui, on a ouvert à d'autres types d'acteurs locaux, donc les collèges et lycées pour faire des témoignages de rôle modèle et prendre des stagiaires, mais aussi des commerces et restaurants solidaires pour que les salariés puissent consommer responsable près de chez eux. Avec quel type de mission que vous encadrez ou que vous accompagnez? Tout type de mission. Donc ça peut aller de l'ingénieur informatique qui va développer le site internet d'une association. Ouais. Ça peut être aussi une mission où on va aller nettoyer une plage à Marseille ou un parc public. Ouais. Donc c'est à la fois du mécénat d'entreprise, du team building solidaire par exemple. Les causes environnementales, elles sont souvent au cœur de ces missions que vous accompagnez? Elles sont très souvent au cœur de ces missions. Pour vous donner un chiffre, c'est plus de 60% des missions d'engagement social sur la plateforme qui sont sur des thématiques écologiques. La toute première mission, ça m'avait marqué, qu'on avait fait avec notre client CFDP Assurance. On leur avait demandé aux salariés de choisir sur quel type de mission ils avaient envie de s'engager. Et ils avaient choisi une association qui s'appelait Agir. Et c'était une association qui nettoyait des plages sur le bassin méditerranéen. Ouais. Donc là, on a 2 leviers d'action proposés aux salariés pour promouvoir finalement les causes environnementales au sein de leur entreprise. Et on va voir comment vous avez, avec le syndicat et les salariés d'un site Nestlé Purina, contesté vraiment la stratégie de l'entreprise. C'est vraiment très intéressant. C'était un projet de construction d'une chaudière bois énergie. Vous en avez fait un film, un documentaire. On regarde un extrait de la bande-annonce. C'est important de préserver ce lieu tout simplement parce que c'est fragile. Achieve the milestones that we must hit to hit net zero by 2050. Nestlé nous a présenté le remplacement de 2 chaudières gaz par des chaudières bois énergie. Ils nous ont montré un site de 35 hectares, il ne restait plus rien. On coupe ça pour le transformer en ça. Ça va être la vitrine d'une fausse décarbonation qui va impliquer une destruction massive de notre environnement. Et là, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Le nid et l'oiseau, c'est le titre de ce documentaire réalisé par Ewen Barraud. Alors, déjà, comment vous décidez de vous mobiliser? Parce que sur le papier, on se dit, super, Nestlé prend un chemin de transition environnementale. Là, en fait, la décision, elle est venue de ces 2 salariés de l'usine de Nestlé, Fred et Alex,
qui à un moment, en fait, on leur a présenté le projet, du coup de manière très positive, parce que c'était effectivement un projet qui émanait de la RSE. Et eux, en fait, qui vivent sur ce territoire, qui un peu se baladent dans ces forêts régulièrement, ils ont fait vite le calcul, parce que c'est des gens qui viennent du monde industriel et qui se sont dit, en fait, les consommations de bois de cette chaudière sont énormes, en fait. Et en fait, on se dit, mais comment notre forêt va absorber ça ? Et effectivement, eux, ils se sont dit... Bon, on aimerait bien, on n'est pas 100% sûr de nous, on aimerait bien avoir un peu plus de billes pour challenger le projet. Et c'est là qu'ils sont allés voir un syndicat comme le Printemps écologique pour être mieux accompagnés et pour obtenir gain de cause, au final ? Pour avancer sur le sujet, pour poser le débat, pour faire en sorte que ce soit un débat entre la direction et les salariés, pour apporter une nouvelle expertise, un regard différent, etc. C'est ça que je trouve important, c'est que vous êtes aussi positionné comme une force de proposition. C'est-à-dire que vous êtes venu avec des alternatives, c'est ça ? Ouais, ça a été une volonté très forte aussi des salariés de Nestlé, de se dire OK, on est contre, parce qu'à la base, c'est une chaudière qui vient remplacer une chaudière gaz, donc de l'énergie carbonée. Donc il y avait un peu cette envie on ne veut pas simplement être une force de réaction ou une force en fait qui va juste faire qu'on revient comme avant. On veut continuer à améliorer la situation, donc en fait on veut venir avec une proposition alternative. Et c'est quoi l'alternative ? Et là, la solution alternative, ça a été de passer par l'électrification grâce aux pompes à chaleur, de faire plus d'efficacité énergétique, donc de réduire les besoins en énergie et ensuite de changer de source d'approvisionnement en énergie. Et alors ce qui est intéressant dans ce film, c'est que toutes les générations finalement sont engagées. Zindine El Ali, comment vous embarquez ? Parce que c'est toujours une question dans une entreprise, tous les salariés ne sont pas convaincus. Il y en a qui disent même, vous commencez à nous ennuyer avec vos normes environnementales. Enfin voilà, ce discours-là, on l'entend régulièrement, on l'a vu dans les urnes, avec les votes, notamment les élections européennes. Comment vous embarquez tout le monde ? Je pense que la clé, c'est la formation. Une fois qu'on est au courant de ce qui se passe et des enjeux, je pense que c'est beaucoup plus facile d'embarquer les collaborateurs. Nous, on propose aussi des formations. Et les salariés, en fait, ont envie de s'engager. On le voit avec les jeunes générations. Il y a plus de 70% des salariés qui disent qu'ils ont envie que leur entreprise ait un impact positif sur l'environnement. Oui, on a trouvé ce sondage Opinionway qui date de cette enquête d'octobre 2024, donc est assez récente. Ça rejoint ce que vous dites. 67% des jeunes, 18-30 ans, qui disent même « je pourrais envisager de quitter mon entreprise si c'est incompatible avec les valeurs environnementales ». Ça, vous le ressentez dans les missions que vous accompagnez ? Oui, on le ressent bien. Et au-delà de ça, il y a aussi des jeunes qui sont touchés par un sentiment de perte de sens, ce qu'on appelle le burn-out. Il y a des chiffres qui disent que c'est aux alentours de 20% des salariés qui seraient touchés par ça. Donc en fait, c'est un enjeu aussi pour les entreprises, pour retenir les jeunes, retenir les talents et pouvoir recruter plus facilement aussi. Mais est-ce que c'est vraiment générationnel ? Il y a aussi des quinquas qui se sentent hyper concernés, j'imagine. Oui, on le voit, nous, dans nos missions, ça va de tous les âges. Il y a bien entendu des personnes, des quinquagénaires qui ont envie de s'engager. Il y a même une personne qui était dans l'entreprise CFDP Assurance, la première avec laquelle on a bossé, on a travaillé, qui avait travaillé avec Agir ensuite en tant que bénévole et qui est allé même plus loin que les missions de mécénat de compétences qui étaient proposées par l'entreprise. Armand Blondeau, pourquoi ce film, l'idée, c'est de montrer à d'autres salariés que c'est possible, éventuellement ? Ah oui, complètement. C'est vraiment l'idée de montrer pourquoi est-ce que comment est-ce qu'on peut faire pour s'engager sur ce type de sujet. Comment en fait, nous au Printemps écologique, on passe beaucoup le message de intéressez-vous au dialogue social dans l'entreprise parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'y passer et beaucoup de choses qui peuvent se gagner en fait là-bas, notamment sur les enjeux environnementaux. Et quel lien vous faites avec justement les formations, le mécénat d'entreprise ? Parce qu'il y a un éveil qui n'est pas récent, ça date de plusieurs années, mais à ces enjeux environnementaux, il y a de plus en plus de salariés, actuels ou futurs d'ailleurs, on peut parler de recrutement, qui sont mobilisés sur ces thèmes-là. Est-ce qu'ils se disent « Ok, maintenant que je suis informé, il faut que je fasse pivoter mon entreprise ». Vous le voyez, ça aussi ? Oui, complètement. Et c'est vrai qu'on parlait du coup de la question des personnes qui sont prêtes à démissionner en fait, par rapport aux enjeux environnementaux. En fait, c'est vrai que nous, ce qu'on propose avec c'est plutôt rester là et faites avant bouger de démissionner, réfléchissez bien. Peut-être qu'on peut faire bouger des choses dans votre entreprise, notamment grâce au syndicalisme. Et du coup, c'est un peu ce côté, effectivement, et même d'ailleurs les chefs d'entreprise devaient y penser,
Plutôt que parfois, parce que c'est dur pour certains salariés de faire le pas, de se syndiquer et d'officialiser ça dans les entreprises, notamment parce qu'il y a une petite crainte vis-à-vis de la direction. Du coup, c'est aussi un message que j'aimerais passer aux directions. C'est en fait des salariés qui se syndiquent dans son entreprise, c'est quand même, ça peut être une force très positive d'apporter des nouvelles idées, d'engager les salariés et de répondre à cette question du sens au travail. Et alors justement, cette question du sens au travail, il y a plein de, on l'a bien compris, de familles de missions différentes que vous proposez. Est-ce qu'il y en a une plus efficace que l'autre? C'est toujours difficile de répondre à ces questions-là. Je ne sais pas s'il y en a une plus efficace. Est-ce que, par exemple, le mécénat d'entreprise, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va donner de son temps pour aider une association à partir de ses compétences, il se dit « Ah tiens, là, quand même, j'ai servi à quelque chose aujourd'hui ». Nous, on travaille qu'avec des associations locales, petites à moyennes, vraiment autour du lieu d'implantation de l'entreprise. Et donc, chaque collaborateur en fait, qui va aider l'association a vraiment un impact énorme. Ça peut être refaire leur site internet alors qu'ils n'en avaient pas. Ça peut les aider sur une vidéo, par exemple, pour promouvoir leurs actions, qui va leur permettre d'avoir beaucoup plus de visibilité. Donc, vraiment, nous, on choisit les associations et les entreprises avec les compétences pour qu'on ait le plus d'impact possible. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi d'aller sur de l'ultra-local pour que les entreprises et les salariés aient un impact sur leur territoire. C'est vraiment de l'ultra-local. Vous êtes présent dans de nombreuses entreprises en France, c'est un jeune syndicat, le Printemps écologique. Oui, on est présent officiellement, en tout cas avec des sections syndicales et des élus dans une 60aine d'entreprises, que des PME comme de très grands groupes. Comment vous travaillez avec les autres syndicats? Est-ce qu'ils vous considèrent comme des experts des questions environnementales? C'est-à-dire, est-ce qu'ils viennent vers vous en disant « Ah tiens, là, il y a un enjeu majeur sur ces questions » ? Ça arrive, oui. Ça arrive en fait parfois on fasse comme des alliances avec certains syndicats pour traiter ces sujets un peu de manière commune, notamment des syndicats qui sont présents dans une entreprise depuis longtemps. Nous, on n'est pas là pour les expulser. On est là aussi pour apporter des nouveaux sujets, faire des choses un peu différemment. Et dans ces situation-là, on préfère travailler avec les syndicats qui sont déjà là. Comment vous, alors c'est peut-être un peu trop tôt pour que vous le ressentiez, mais on est quand même un peu vent de face en ce moment sur ces enjeux environnementaux et le vent au contraire, il vient fort des États-Unis. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a la tentation en France aussi d'appuyer très clairement sur le frein ? Ouais, mais je pense que en fait, si on veut réindustrialiser, si on veut aussi s'adapter au changement climatique, là on a eu le rapport récemment d'adaptation au changement climatique du gouvernement qui montre que en fait l'écologie, on va se la prendre de face. Bien sûr, ça coûtera plus cher de toute façon d'investir dans la transition. Et si on veut avoir notre indépendance énergétique, etc., en fait les sujets de l'écologie, de gré ou de force, en fait on va devoir les traiter. Donc c'est un sujet, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas, notre rubrique Startup et Innovation avec Christelle Pelletier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice d'Opac, créée en 2022 avec votre fils William. Et avec quelle idée? Racontez-moi. L'idée d'avoir le sentiment d'être envahi par les cartons. Et de se rendre compte qu'en fait, on n'était pas les seuls et que c'est 2 milliards de colis qui sont envoyés chaque année en France. Avec le gaspillage, ils sont jetés, voilà. Ce constat, vous l'avez fait pendant la crise Covid, c'est ça? Exactement, parce que évidemment, on ne pouvait que commander, pas faire du shopping. Et j'ai 4 grands-enfants qui ont tous commandé. Et donc, vous êtes retrouvé avec une montagne de cartons, oui, parce que j'aime pas jeter. Beaucoup trop grand par rapport aux produits qui étaient à l'intérieur, même si les entreprises de logistique font des progrès là-dessus. Alors, et vous vous êtes dit, on crée une entreprise, on innove. En quoi vos colis sont innovants? Eh bien, en fait, ils sont déjà réutilisables 100 fois. Donc voilà, ils économisent 100 cartons à usage unique. Et on s'est dit, il faut aussi remplacer les calages à l'intérieur qui prennent généralement même plus de place après qu'avant. Et on est parti sur une solution, c'est l'innovation, qui est du calage qui va se gonfler. En fonction du produit qui est à l'intérieur? Exactement, il va s'adapter autour. Et donc, c'est de l'air, c'est très léger, donc peu impactant. Et puis après, on va le dégonfler simplement pour qu'il retourne gratuitement via la poste dans n'importe quelle boîte aux lettres pour faire la boucle circulaire. Ça a demandé, j'imagine, un peu de recherche et développement quand même. Oui, beaucoup. Combien de temps, des brevets déposés, vous en Alors, déjà, c'est pas mal. Bravo, j'étais prof avant, donc ce domaine-là, je ne le connaissais pas. Et déjà, d'avoir fait un brevet,
C'est déjà une bonne chose, une bonne avancée. Et puis, ça a dû demander en tout, parce que le colis réutilisable, ça n'est pas qu'un produit, c'est aussi tout un système autour de récompenses. Voilà. Donc, à peu près 2 ans. Ouais. Ah oui, c'est du travail effectivement de recherche et développement. Avec, vous l'avez évoqué, la robustesse qui est évidemment un enjeu important. Comment vous avez réussi à rendre vos colis réutilisables les plus robustes possibles? Vous annoncez une centaine de réutilisations. Oui, alors c'est en regardant tout ce qui se fait. Donc ils ne sont pas cousus, ils sont soudés à l'ultrason. Ça les rend, parce que donc c'est la matière qui se fond et donc ils sont indéchirables. Très épais, donc il y a une grosse recherche sur le matériau et ils sont résistants. Le calage résiste à 600 kg de pression, donc il peut se retrouver en dessous d'un tas de cartons. Oui. Et ils vont résister, donc c'est des super... Oui, ils vont être réutilisables, parce qu'il faut que le calage soit réutilisable aussi, tout évidemment. Tout à fait, oui, voilà. D'accord. Et qui sont vos clients, d'ailleurs, aujourd'hui? Ce sont les entreprises de logistique? C'est des particuliers qui peuvent acheter les colis opaques? Comment ça marche? Alors, pas encore les particuliers. On se concentre sur les marques. Bien sûr, oui. Les logisticiens, après, vont suivre, mais c'est les marques qui sont quand même les prescriptrices. Donc, on est en test avec Sephora, donc pour tout ce qui est cosmétique, c'est très pertinent. Save pour les téléphones reconditionnés. Donc, ce sont des marques un peu précurseuses. Oui. Je ne sais pas si c'est comme ça que c'est dit. Écoutez, voilà. on l'accepte, oui. Donc des clients, des marques qui veulent aussi afficher évidemment un progrès environnemental. Et on sait que la chaîne logistique peut être un levier très important. Mais justement, la chaîne logistique, comment elle suit? Parce que ce n'est pas la même chose de renvoyer un colis que de garder le carton ou de le mettre dans la poubelle jaune, quoi. Oui, alors déjà, on a le retour prépayé de la Poste, donc ça facilite. Et puis après, dans les logistiques qui sont très automatisées, les centres de logistique très automatisés, ils doivent avoir une partie de colis réemployés. Obligés par la loi AGEC, qui rentre en fonction très fortement à partir de cette année, et qui oblige 10% de colis réemployés. Donc, ils doivent avoir une chaîne relativement manuelle. Et là-dessus, en fait, on met moins de 20 secondes à faire totalement le colis. Donc, on a travaillé dessus. Et on a travaillé sur le prix. On est les moins chers des colis réutilisables. On se rapproche du prix du carton. Voilà. Donc, on propose pour que ça soit adopté. Avec une dernière dimension sociétale qui est importante. Où et par qui vos colis sont-ils assemblés? Alors, ils sont assemblés dans notre atelier qui se trouve à la prison de Bordeaux. Donc, on est labellisé PEPS, qui est le label du ministère de la Justice pour le travail pénitentiaire en vue de la réinsertion des détenus, pour leur donner une seconde chance. Merci beaucoup, Christelle Pétier. Merci bon vent à Opac. Oui. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à cette émission et à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.